à la délibération du 16 avril dernier. Donc, on prend la délégation numéro 2. L'ancienne délégation, c'était de fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune, qui n'ont pas de caractère fiscal, des droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Alors, on la modifie en rajoutant à la fin, à l'exception, pour ces derniers, des tarifs relatifs aux services publics suivants, l'accueil périscolaire, la restauration et le centre de loisirs. C'est-à-dire que ces modifications de tarifs sur ces 3 points devront faire l'objet nécessairement d'un conseil municipal et ne seront plus des décisions du maire. Donc ça nous semblait infiniment plus démocratique. La délégation numéro 3, l'ancienne délégation, c'était de procéder dans la limite de 300 000 € à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques, de taux de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L. Alors, en fait, je ne continue pas parce que la nouvelle délégation, on la supprime, celle-là. C'est-à-dire que le maire n'a plus pouvoir de contracter un emprunt d'1 €. Voilà. Donc ça, tous les emprunts et les décisions de ce genre se prendront au conseil municipal. Ça nous semble aussi plus démocratique. Et la délégation numéro 26, de demander à tout organisme financier, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. Ça relevait d'une décision du maire. Or, il y a des subventions qui ont été votées au conseil municipal, ce qui était en conflit avec les décisions du maire. Donc cette délégation numéro 26, on la supprime aussi, de manière à ce que toute demande de subvention passe par le conseil municipal, ce qui est aussi un signe démocratique. Donc est-ce que sur ces 3 modifications de délégation, je vous demande de bien vouloir voter là-dessus, est-ce que quelqu'un s'abstient? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc on a modifié ces 3 délégations qui donnent plus de pouvoir au conseil municipal. Donc maintenant qu'on a supprimé la délégation du maire pour les demandes de subvention, on arrive à la 9e délibération validant la demande de subvention auprès des services de la DRAC pour l'étude diagnostique sur l'escalier extérieur du château et du mur de soutènement. Vous avez, alors je vais peut-être dire ça vite fait, le site du château constitue un élément majeur du patrimoine historique et architectural de la collectivité. Dans le cadre de sa conservation et de sa valorisation, il apparaît nécessaire d'engager une étude diagnostique concernant l'escalier extérieur ainsi que le mur de soutènement attenant, présentant des désordres structurels et des signes de dégradation nécessitant une expertise approfondie. J'ouvre une parenthèse, c'est ça qui a fait l'objet d'un arrêté. Cet escalier qui s'est dégradé, ça fait 8 mois qu'on le sait, il n'y a pas eu de décision de prise. Une des premières décisions prises par le maire, puisque c'est de ça de quête de sa responsabilité, ça a été de fermer cet escalier à cause du risque qui émanait pour le public. Donc il y a l'escalier lui-même, l'escalier du château qui descend au Jardin Blanc. Il y a l'escalier qui descend du Jardin des Arcades à la 3e terrasse, là, côté bassin tilleul. Donc il y a l'escalier et un bout du mur. Et il y a un bout du mur sur la terrasse des Arcades, au fond, là, qui menace ça. Donc ça doit faire l'objet d'une expertise pour savoir à quelle sauce on doit être mangé en termes de réparation, ou même si éventuellement cet escalier, l'escalier principal du château ne présente pas de danger, nécessite des réparations, peut-être qu'on peut le réouvrir, ce qui est quand même peu probable. Donc cette étude a pour objectif d'évaluer l'état sanitaire et structurel des ouvrages, d'identifier les pathologies affectant les maçonneries et les éléments porteurs, de définir les interventions nécessaires à leur sécurisation, leur restauration et leur pérennisation, d'établir une estimation financière des programmes de travaux futurs. Compte tenu de l'intérêt patrimonial du site, de la collectivité souhaite solliciter le concours financier de la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, au titre de l'accompagnement des études préalables et diagnostiques sur les édifices patrimoniaux. Le coût prévisionnel de l'étude diagnostique s'élève à 9 925 € hors taxe. Le plan de financement prévisionnel pourrait être établi comme suit: la subvention de la DRAC 1 985, autofinancement communal 7 940. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le lancement de l'étude diagnostique relative à l'escalier extérieur du château et au mur de soutènement et d'autoriser M. le maire à solliciter une subvention auprès de la DRAC. Concernant cette demande de subvention, est-ce que quelqu'un s'abstient? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Bon, donc la délibération est adoptée à l'unanimité. 10e
Délibération validant la demande de subvention auprès des départements de Vaucluse, dispositif 50 milliards en Vaucluse. Cher Philippe, je te laisse le micro, sinon je lui donne. Il marche. Donc, demande de subvention auprès du département de Vaucluse. Dans le cadre de sa politique en faveur de la transition écologique, de l'amélioration du cadre de vie et de l'adaptation au changement climatique, la municipalité souhaite engager une opération de végétalisation de plusieurs espaces publics communaux. Donc nous sollicitons l'aide du département du Vaucluse qui a mis en place un dispositif qui s'appelle 50 000 arbres en Vaucluse et qui est destiné à accompagner techniquement et financièrement les collectivités territoriales dans leurs projets de plantation et d'aménagement paysager durable. Ce programme permet notamment la fourniture d'arbres et d'arbustes adaptés au climat méditerranéen. Le projet communal de végétalisation des espaces publics vise principalement à, bien sûr, renforcer la présence du végétal, de la nature dans les espaces publics, d'améliorer le confort thermique et de lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur et de favoriser la biodiversité et la qualité paysagère. Voilà. C'est pourquoi, et notamment au regard de cet objectif d'améliorer le confort thermique et de créer des îlots de fraîcheur dans un contexte où malheureusement, probablement, les épisodes de chaleur, de canicule vont s'accroître, les plantations envisagées, 13 arbres très exactement, concernent majoritairement, dans cette première étape de végétalisation, les espaces dédiés aux enfants, les espaces occupés pour enfants, c'est-à-dire la crèche, où il y aura 2 arbres en bordure de crèche, le centre de loisirs, où il y aura 4 arbres à l'intérieur du centre, l'école primaire, il y aura 4 arbres également à l'intérieur, l'école maternelle, il y aura 4 arbres à l'intérieur, l'école primaire, il y aura 2 arbres en bordure, et tous ces espaces-là seront complétés par un arbre en entrée de village, avenue Philippe de Girard au niveau du numéro 14, un arbre en sortie du village à l'angle de la rue Louis Moore et de l'avenue Garnier, à l'arrêt de bus, un arbre, 2 arbres au parking du Pigeonnier. Voilà. Donc ce qui est demandé, ce que nous demandons au département, donc c'est la fourniture et la livraison de ces arbres et un accompagnement technique pour valider le choix des essences d'arbres envisagées et leur implantation. Voilà. Donc le coût prévisionnel de l'opération s'élève à une enveloppe approximative de 3 000 € TTC. Et précisons que le règlement départemental prévoit notamment une aide sous forme de fourniture de végétaux, plafonnée à 15 000 € de dépenses subventionnables, avec un autofinancement minimal de 20% par la collectivité. Voilà. Et je voudrais rajouter en disant que ce projet de végétalisation n'est qu'une première étape, il y en aura d'autres, vers un village plus ombragé, plus accueillant et plus résilient face aux épisodes de chaleur qui nous attendent dans l'avenir. Voilà. Merci Philippe. Donc, concernant cette demande de subvention, est-ce que quelqu'un s'abstient? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, la subvention sera donc demandée. 11e délibération portant en présentation du rapport définitif d'observation de la Chambre régionale des comptes, exercice 2019-2025. Donc la Cour régionale des comptes est venue inspecter la commune de Loris durant l'année 2025. Et donc par courrier en date du 13 avril 2026, la Chambre régionale des comptes a transmis à la collectivité son rapport définitif d'observation portant sur les exercices 2019 à 2025, conformément aux dispositions du Code des juridictions financières. Ce contrôle a porté sur la gestion de la collectivité au cours de la période considérée, notamment au regard de la situation financière et budgétaire, de la gouvernance et du pilotage administratif, de la gestion des ressources humaines,
de la commande publique et des investissements, ainsi que de la qualité et de l'efficience du service rendu. Conformément au texte en vigueur, ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérante lors de sa plus proche séance suivant sa réception. Cette présentation donne lieu à un débat sans vote. Le rapport définitif d'observation est joint à la présente note de synthèse. La Chambre régionale des comptes formule plusieurs observations et recommandations relatives à la gestion de la collectivité sur la période contrôlée. La présente délibération a donc pour objet de prendre acte de la présentation du rapport définitif d'observation de la Chambre régionale des comptes portant sur l'exercice 2019 et 2025, de constater la tenue du débat au sein de l'Assemblée délibérante et d'annexer le rapport au procès-verbal de la séance conformément à la réglementation en vigueur. Ce qui veut dire qu'à l'issue de cette délibération qui ne fait pas l'objet de vote, ce rapport de la Cour des comptes va être public, il va être disponible à la Cour des comptes, vous pourrez le consulter, il sera aussi disponible sur le site du Conseil municipal. Donc maintenant qu'il est officiel, on peut en débattre. Et moi je peux vous en parler un petit peu, notamment ce rapport, on va aller vite quand même, il y a une synthèse, parce qu'il fait 68 pages, je crois. Donc, 63, 68, c'est en gros. Donc la synthèse. La Chambre a contrôlé les comptes de gestion de la commune de Loris à compter de l'exercice 2019. La situation financière ne cesse de se dégrader à la suite d'investissements lourds à la fin du mandat 2014-2020 ont aggravé les charges d'emprunt, ne permettant plus à la commune de dégager les ressources suffisantes en fonctionnement pour les rembourser. La capacité de désendettement était de 33 ans au 31 décembre 2024. Afin de retrouver des marges de manœuvre, la commune doit contenir ses charges de gestion, notamment de personnel, et augmenter ses ressources. Elle doit maîtriser son endettement compte tenu de sa situation très fragile, ce qui limite sa capacité à investir. J'ouvre une parenthèse, j'étais le seul dépositaire de ce rapport officiellement jusqu'à ce qu'il soit diffusé maintenant publiquement. Et donc, quand on parle, et je ferai une parenthèse sur la taxe foncière, quand on parle des préconisations du rapport de la Chambre des comptes, la taxe foncière en faisait partie. La commune doit faire preuve de plus de transparence en publiant des informations obligatoires sur son site internet, notamment en matière de décisions prises par le conseil municipal et de marchés publics. La gouvernance doit être renforcée et sécurisée. En matière comptable, les obligations sont nécessaires dans la tenue de la comptabilité d'engagement et dans le respect des principes d'annualité et de sincérité budgétaire. La gestion de la commune souffre par ailleurs de nombreuses irrégularités qui lui appartient de corriger dans les meilleurs délais. Des achats sont effectués en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le Code de la commande publique, en raison notamment de l'absence de computation de la valeur des besoins. Dans le domaine des ressources humaines, la commune doit fiabiliser les informations en matière d'effectifs et de contractuels et de ne pas utiliser les contrats sans suremploi non permanents pour répondre à des besoins permanents. La commune est engagée dans une démarche de transition écologique depuis 2014 qui a connu une accélération depuis le milieu du mandat actuel. Cette démarche est axée particulièrement sur la transition alimentaire avec un restaurant scolaire bio et local. La commune ne remplit pas encore ses obligations en matière de budget vert, qui est obligatoire pour les communes tenant de plus de 3500 habitants, ni en matière de prescription sur le patrimoine bâti, faute d'élaboration de diagnostics et de performance énergétique, de mise en place de systèmes d'automatisation et de contrôle pour le suivi des consommations énergétiques et d'application complète du décret éco-énergie tertiaire. Voilà la synthèse du rapport, et je vous invite, pour ceux qui ont des insomnies, à lire les 60 et quelques pages que vous pourrez télécharger sur le site de la municipalité ou celui de la Cour régionale des comptes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, notamment, je fais une parenthèse sur la taxe foncière tout à l'heure, il y a une recommandation, un rapport sur les ressources fiscales propres qui indique que la commune, le taux d'imposition sont en revanche inférieur au prix de la moyenne de la strate, de manière parfois importante, plus de 6 points s'agissant de la taxe sur le foncier bâti, qui constitue la principale ressource fiscale de la commune. La commune dispose donc d'une marge de manœuvre au travers du levier fiscal pour augmenter ses recettes. C'est ces marges de manœuvre que nous avons utilisées en augmentant la taxe sur le foncier bâti sur la part communale de 1,82%.